C'était un minable, un perdant pathétique, qui se révèle être le plus puissant des héros après avoir sauvé la princesse d'une terrible malédiction. Lloyd est un jeune raté d'un petit village, Kunlin, pourtant réputé pour ses héros légendaires. Il rêve de marcher sur les traces de ses illustres ancêtres, mais sait que ça restera un vœu pieux, car il est si faible qu'un simple lapin pourrait le terrasser. Après avoir revu son grand frère pour la première fois depuis des années, il est galvanisé par le récit de ses aventures en ville et décide d'y aller lui-même pour devenir soldat. Une fois sur place, il demande à une sorcière canon, Marie, de l'héberger, ce qu'elle refuse net et sans pitié. Avant qu'elle ne puisse le jeter dehors, il sort son atout secret, un message holographique de la chef de son village, Alka. La vue de cette chef, si humble en apparence, met Marie à genoux, lui rappelant ses débuts de fan unique quand elle était sous la tutelle d'un petit proxénète. Alka demande à Marie de s'occuper de Lloyd jusqu'à son entrée à l'académie militaire, et Marie n'a d'autre choix que d'accepter. Le lendemain matin, il prépare le petit déjeuner pour sa nouvelle gardienne, car les seules choses qu'il sait battre, ce sont les œufs et sa viande. En discutant, il étale nonchalamment toutes ses capacités, qu'il juge insignifiantes, mais qui laissent Domari absolument sidérée. Elle n'en revient pas de la facilité avec laquelle il utilise des runes ancestrales et se réjouit déjà de tester son incroyable endurance durant son séjour. Plus tard ce jour-là, il sort explorer la ville et tombe sur une jeune femme harcelée par un monstre. La bête l'attaque pour la dévorer, mais elle esquive d'un bond et roule à terre. Elle se relève, prête à se battre, épée en main, mais l'insecte gigantesque bat des ailes, créant un puissant courant d'air qui la projette contre un mur, la faisant s'écraser face contre terre. Lloyd intervient juste à temps et d'un coup de pied fulgurant décapite le monstre, le tuant sur le coup. Le voir ramasser la sauterelle sans effort et la projeter à travers la ville fait chavirer bien plus que le cœur de la jeune fille. Tandis qu'il soigne ses petites blessures, elle se présente nerveusement comme Sélène, rougissant devant son prince charmant. Mais lui, l'air désintéressé, met poliment fin à la conversation pour retourner auprès de sa chère et tendre Marie. Le lendemain matin, Lloyd se rend sur la place de la ville, comme tous les autres candidats à l'académie militaire, et s'assied discrètement à l'écart car ses concurrents ont tous l'air costauds et intimidants. Cependant, la mercenaire intrépide à un bras, Rio, assise à côté de lui, perçoit sa force et en est carrément effrayée. Il tente de la relever, mais une jolie blonde plaque Rio au sol et prend sa place. Il la reconnaît, c'est Céline, la fille qu'il a sauvée de la sauterelle, et lui demande si elle postule aussi. Elle hoche la tête avec enthousiasme et commence à divaguer sur leur avenir commun. Heureusement, le début de l'épreuve de combat est annoncé et tous les concurrents doivent s'aligner devant des mannequins. Le défi est simple, attaquer le mannequin métallique avec l'arme de leur choix. Quand vient le tour de Lloyd, il se prépare avec détermination et choisit une épée pour faire de son mieux sur le mannequin. La chef de l'armée, Meltine, remarque son aura unique et décide de le surveiller de près. Cependant, lorsque les résultats du test sont révélés plus tard dans la journée, Lloyd découvre qu'il n'a pas été retenu. Cet échec fait chuter son estime de soi au plus bas et il peine à imaginer la suite. C'est alors qu'il aperçoit une annonce aide recherchée d'un fast-food du coin qui cherche un cuisinier à temps partiel. Il décide d'aller supplier pour le poste car s'il ne peut pas tuer les gens par l'épée militaire, il pourra toujours les achever avec le diabète. Dès qu'il entre dans l'établissement, il est interpellé par le gérant, Chrome, un ancien garde royal qui perçoit immédiatement la super force de Lloyd et sent que quelque chose cloche. Il accepte la demande de Lloyd de montrer ses talents, histoire d'en savoir plus. Lloyd prépare un délicieux risotto tout en déballant ses traumatismes de vie. Dès qu'il sert le plat, Chrome vit un moment digne de Top Chef, absolument époustouflé par l'explosion de saveurs en bouche. Lloyd est immédiatement embauché, ce qui lui redonne le courage d'affronter Marie. De retour à l'école, Melfin, Rio et Céline sont choqués d'apprendre que Lloyd n'a pas été admis et forment une mini-équipe de détectives. Elles examinent ses réponses au test écrit, mais ne voient donc des gribouillis aléatoires sur sa feuille. Elles en concluent que ces gribouillis sont en fait des runes ancestrales. Elle explique que les runes anciennes permettent à une personne de manier la magie de manière bien plus puissante que les sorciers ordinaires. Réalisant que rejeter Lloyd de l'académie était une erreur monumentale, Céline et Rio jurent de le faire entrer en retrouvant la princesse Maria disparue et en réclamant la récompense, de l'argent et un vœu exaucé. Plus tard cette nuit-là, Lloyd annonce à Marie et Alka qu'il a échoué au test et qu'il veut retenter sa chance l'année prochaine. Alka propose de le ramener chez elle pour l'entraîner personnellement, mais il insiste pour rester avec sa chère Marie. Alka finit par accepter, mais déclare qu'elle restera là, en troisième roue du carrosse. Tandis qu'il court à la cuisine pour leur préparer le dîner, Marie demande à Alka de prêter son pouvoir au royaume, car il est au bord de la guerre avec l'Empire des Ténèbres, à cause des cerveaux qui contrôlent chaque mouvement du roi. Cependant, Alka refuse, car les gens de son village ne s'impliquent que dans des affaires extérieures d'une ampleur surhumaine, comme les rois démons. Elle menace aussi de ramener Lloyd à Cumberland si jamais Marie aborde à nouveau ce sujet pendant son séjour. Le lendemain, Lloyd transforme instantanément le restaurant Krone, autrefois détesté, en un succès viral grâce à ses plats alléchants. Il tombe sur Melfin et Rio, venus voir ce qui faisait le buzz et qui sont choqués de le voir travailler là.
Cependant, il les ignore royalement et va jeter les poubelles quand il remarque Marie se faufilant dans une ruelle voisine. 2 soldats se dirigent en hâte dans la même direction, affirmant qu'une bagarre y a éclaté. Lloyd décide aussitôt de suivre et voit que Selene est en duel avec un noble local, Alan, un vrai goujat qui la déteste. Il sort sa hache et fonce sur elle avant de sauter en l'air et de l'abattre sur elle. Cependant, quelques secondes avant qu'elle ne la touche, sa ceinture bloque l'attaque et fait tomber la hache des mains du noble. Elle proclame que c'est grâce au pouvoir de Lloyd et dès qu'elle le remarque dans la foule, elle court vers lui comme une vraie petite femme. Les instructeurs de l'académie se précipitent sur les lieux et exigent une explication pour cette bagarre. Selene n'offre aucune explication de ce genre et prétend que Lloyd est venu combattre Alan à sa place. Étonnamment, Melfin et Colin autorisent ce duel, ne laissant à Lloyd d'autre choix que de mettre ses mains de fée dans le cambouis. Alan le sous-estime bêtement et lui donne le premier coup. Au moment où Lloyd s'apprête à asséner un coup de poing dévastateur au visage du noble, une tornade l'entoure et l'emporte. Alors qu'il reprend ses esprits, il voit que c'est Marie qui l'éloigne. Ils atterrissent sur un toit voisin, loin de l'action, et Lloyd remercie Marie de lui avoir sauvé la vie, promettant de faire tout ce qu'elle lui demandera. Cela rend Marie un peu trop excitée, la laissant s'emballer dans ses fantasmes. Crone apparaît et demande à Lloyd de retourner à la cafétéria. Une fois parti, Crone s'agenouille devant la sorcière et lui propose de l'aider à démasquer le marionnettiste du roi. Ce soir-là, Melfin fait des heures supplémentaires quand Colin lui demande pourquoi il prend tout ça si au sérieux. Il se lance dans son histoire larmoyante, lui racontant comment l'armée de l'Empire des Ténèbres a attaqué sa ville natale, déjà très pauvre et affamée. Depuis, il a juré d'arrêter autant de guerres qu'il le pourra. Le lendemain, Lloyd salue Selene et Rio, venus rendre visite à Marie. Il leur sert le thé pendant l'absence de Marie et Selene le drague effrontément tout le temps, faisant réaliser à Rio qu'elle n'aurait jamais dû croire ses prétentions d'être l'élu de Lloyd. Une fois Marie de retour, les filles interrogent de la sorcière sur la princesse, ce à quoi elle prétend ne rien savoir, agissant de manière très suspecte. Alors que Rio et Selene la pressent de questions, la culpabilité de Marie monte et elle lâche qu'elle est la princesse disparue. Cela passe complètement au-dessus de la tête de Selene, qui ne s'intéresse qu'à savoir si Marie est la femme secrète de Lloyd. Cela permet à Marie de nier avoir jamais admis être la princesse. Mais après avoir réalisé que leur intention est de la retrouver pour faire entrer Lloyd à l'académie militaire, elle accepte de révéler sa véritable identité si elle lui raconte chaque détail de l'académie et des événements actuels du château. Lloyd devine qu'elle est le Batman du royaume, tentant de le sauver de la ruine et qu'il adorerait être son Robin. Mais elle le rejette brutalement, affirmant qu'il est trop faible pour combattre à ses côtés. Cela lui brise le cœur et il part pleurer comme un bébé. Rio et Selene exigent de savoir pourquoi elle a été si dure avec lui alors qu'il est manifestement très fort. Elle les fait asseoir et leur explique la véritable histoire de Lloyd et pourquoi il lui est interdit de l'impliquer dans ce conflit. Elle admet ensuite être la princesse Maria et révèle qu'elle a prévu de sauver le royaume de la guerre en abandonnant son nom et en traquant secrètement le coupable qui, selon elle, a pris le contrôle du roi par magie. Selene et Rio acceptent de l'aider dans cette mission. Ce soir-là, Crone se rend auprès du roi pour lui demander de le reprendre comme chef de la garde royale. Melfin, qui monte la garde pour le roi, lui demande de partir et l'assure qu'ils le contacteront si besoin. Crone s'agace et accuse Melfin d'être le coupable, lui demandant pourquoi il agit ainsi. Melfin avoue presque instantanément et révèle qu'il estime qu'un roi faible, incapable de contrôler ses subordonnés corrompus pour le bien du peuple, mérite d'être une simple marionnette. C'est alors que Rio, Maria et Selene se révèlent de leur cachette et Marie l'affronte directement en tant que princesse. Le roi entend la voix de la princesse et se retourne pour l'accueillir sinistrement. Elle réalise immédiatement qu'il est sous l'emprise d'un sort et contrôlé par une tierce partie. Il projette soudain Melfin contre un mur et révèle qu'il a orchestré l'attaque sur le village de Melfin pour que des gens comme lui haïssent le roi et soutiennent une guerre. Maintenant qu'il a réussi à posséder le roi, avec l'aide de Melfin, il le transforme simplement en un monstre sans cervelle pour combattre les intrus. Alors que Maria tente de le suivre, Melfin roule bruyamment et l'arrête net. Cependant, Chrome s'avance et lui demande de poursuivre le roi pour le libérer pendant qu'il s'occupe du monstre. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, le monstre charge et Rio s'interpose immédiatement pour le retenir pendant que la princesse s'éloigne. La princesse entre dans une salle du trône sombre où elle trouve le roi assis sur son trône dans l'obscurité. Elle lui lance ses tornades magiques, mais son bouclier les dévie toutes. Elle tente ensuite de le transpercer avec ses éclats de glace couplés à des rafales de feu, mais rien ne l'affecte. Elle lui saute dessus, la magie mortelle activée dans sa paume, mais juste au moment où elle est sur le point de le frapper, l'entité maléfique utilise la vraie voix de son père pour l'arrêter net. Il est pris au dépourvu et il en profite pour la projeter au sol. Il la saisit par la main et menace de la tuer sur le champ, ce qui remplit Marie d'effroi car elle ne veut pas mourir avant de s'être excusée auprès de Lloyd. Il révèle ensuite qu'il est le seigneur démon Abaddon, dont le rêve est de contrôler le monde.
Pendant ce temps, Alka organise un rendez-vous galant avec Lloyd au festival pour lui remonter le moral après le rejet de Marie, espérant ainsi gagner son cœur. Cependant, la soirée est gâchée quand une horde de sauterelles géantes déferle sur la zone. Lloyd projette un souffle d'air sur le visage du monstre et anéantit toute la famille. Tandis qu'Alka examine les cadavres, Lloyd sent que Maria est en danger et insiste pour aller l'aider, même s'il se croit trop faible pour faire quoi que ce soit. Pendant ce temps, Lloyd court vers le palais, assommant d'autres monstres à droite et à gauche sur son passage. Il tombe sur Alan qui se cache comme un lâche, incapable de bouger depuis qu'il a vu les créatures. Lloyd se souvient de sa première rencontre avec un monstre et compatit, alors il récite une citation d'un livre de développement personnel, ce qui motive Alan à agir. Au même moment, Alka a décidé de laisser son coup de cœur s'occuper des vagues incessantes de monstres qui apparaissent à la foire, car elle sent bien que le seigneur démon Abaddon est impliqué. Elle se perche au sommet d'une pièce en l'air et invoque des rochers géants qu'elle lance sur les monstres pour les enterrer en une seconde. Sur le balcon du palais, Melfin lance une attaque incessante sur Chrome, mais l'ancien chef de la garde royale ne cesse d'esquiver. Il en profite ensuite pour frapper Melfin dès qu'il le peut, mais il est bloqué à la dernière minute. Melfin l'assomme d'un uppercut et projette Chrome contre le mur. Il fonce ensuite sur Rio et tente de la frapper au visage, mais elle le bloque avec ses mains. Cependant, la transformation en monstre lui a conféré une force immense qu'il utilise pour pousser Rio contre un autre mur et la blesse gravement. Céline s'interpose et lui demande de l'attaquer car son cerveau de moineau croit que cela fera venir Lloyd, puisque son héroïne est en difficulté. Elle suggère même qu'ils mettent leurs atouts en valeur pour motiver Lloyd encore plus. Melfin est agacé par son attitude et charge vers elle, la griffant de ses serres, mais sa ceinture bloque l'attaque à la surprise générale. Finalement, Melfin est vidé de toute son énergie à force d'échouer à toucher Céline et est assommé par un coup de fouet de sa ceinture. À ce moment-là, Lloyd entre dans le palais, ravi de les voir tous vivants. Céline se jette dans ses bras, mais en vrai caïd qu'il est, il l'ignore et va prendre des nouvelles de Chrome. C'est alors que Melfin se relève et fonce sur Lloyd, mais le gaillard lui dit « Parle à ma main » et met le monstre au tapis. Lloyd commence alors à parler de la façon dont un soldat comme lui devrait protéger le bonheur des gens ordinaires. Ces mots semblent remuer la conscience de Melfin, et finalement le discours motivant de Lloyd l'atteint et commence à le libérer de la malédiction. Cependant, Lloyd semble mal comprendre la situation et déclare que Melfin déshonore son statut de soldat en buvant trop et en s'enivrant pendant le festival. C'est une accusation tellement absurde que Melfin redevient volontairement un monstre pour lui botter les fesses. Il fonce sur Lloyd et tente de le frapper au visage, mais l'original l'esquive en se penchant en arrière. Il se relève et donne un coup de tête au monstre, ce qui envoie Melfin voler à travers la pièce et le fait s'écraser contre un mur. Il perd connaissance et Lloyd décide immédiatement d'aller chercher Maria. Il n'a pas à aller loin car Maria défonce la porte, le roi juste derrière elle, qui la talonne de près. Lloyd est si bête qu'il suppose que le comportement étrange du roi est dû au fait qu'il est aussi ivre. Il enchante son mouchoir avec un sort de nettoyage pour essuyer la substance étrange du visage du roi. Le roi tente de lever un bouclier magique, mais Lloyd désactive sa magie d'un claquement de doigts. Il se met à frotter vigoureusement le roi, ce qui fait fuir le seigneur démon du corps dès qu'il le peut. Alors que le roi tombe au sol inconscient, Maria se jette dans les bras de son sauveur, ce qui, évidemment, déclenche les insécurités de Céline. Une fois la poussière retombée après tout l'incident, Lloyd est heureux de voir que la vie reprend son cours normal en ville quand soudain son frère Shoma apparaît sur les lieux. Lloyd se jette dans les bras de son grand frère venu livrer des marchandises pour les stands du festival. C'est alors qu'il voit Talca courir vers Lloyd avec des bananes au chocolat, et Lloyd aime tellement les bananes qu'il ne remarque même pas que Shoma a disparu de la scène. Chrome retrouve son ancien poste de garde royale et dit à Colin qu'elle ne devrait pas s'inquiéter pour son coup de cœur Melfin, car il a simplement été envoyé en périphérie pour des travaux forcés en guise de punition. Pendant ce temps, Lloyd se prépare avec enthousiasme dans son uniforme pour intégrer l'académie militaire, où il a été admis grâce à Alan, qui a demandé aux supérieurs de le laisser entrer par gratitude pour le discours d'encouragement qui l'a aidé à affronter sa peur des monstres. Tous les élèves se dirigent vers l'école pour entamer une nouvelle session d'aventure et d'apprentissage. Plus tard, cette nuit-là, Maria et Chrome emmènent Lloyd dans un village voisin où une épée légendaire est plantée dans un rocher. Le fait qu'elle ne puisse être retirée que par quelqu'un d'incroyablement puissant est exploité par le maire Cupid pour ses combines d'enrichissement rapides. Lloyd retire facilement l'épée et après avoir joyeusement mis sens dessous toute l'entreprise du maire bâtie autour de cette arme, ils retournent en ville. Le lendemain à l'école, les élèves commencent à s'entraîner pour un tournoi de magie inter-école, espérant sortir leur établissement d'une sacrée série de défaites. Colin emmène les élèves sur le terrain où on leur demande de pratiquer leur magie sur des mannequins anti-magie. La première est Céline qui lance une boule de flamme sur le mannequin, suivie par Rio qui fait de même. Cela réussit à provoquer une brûlure superficielle sur le mannequin, ce qui impressionne la classe.
Cependant, Lloyd, appelé ensuite, tire une gigantesque explosion de feu sur le mannequin et parvient à le réduire en miettes. Il est immédiatement mis sur liste noire par Colin, car elle est certaine qu'il finira par tuer quelqu'un durant le tournoi. Pendant ce temps, de retour à la maison, les sœurs mercenaires, Fio et Mana, débarquent, alors que Maria se détend et lui disent donc qu'elle cherche une étrange jeune fille sur une photo. Soudain, Philo sent une présence écrasante près de la porte et lance immédiatement un coup de pied juste au moment où la porte s'ouvre, ce qui fait que Lloyd, qui tentait d'entrer, est accueilli par des coups de pied dans la tête et dans le dos. Le fait que ces coups puissants ne l'aient absolument pas affecté plonge Philo dans une crise existentielle. Étant donné le faible QE du garçon, il l'ignore tout simplement et remarque que Mana tient une photo de Rio. Au moment où il est sur le point de révéler des informations sans réfléchir, Philo s'approche de lui et lui demande de faire d'elle son esclave. Maria interrompt et jette les sœurs à la rue, là où est leur place. Le lendemain matin, alors que l'entraînement pour le tournoi bat son plein à l'école, la directrice de la plus grande école rivale, Raoul, fait son apparition. Elle s'approche simplement de Rio et la menace de rentrer chez elle si elle veut que les gens qu'elle aime restent en vie avant de s'éloigner. Cela laisse Rio déprimé pendant quelques jours, ce qui pousse Lloyd à l'inviter à un rendez-vous, car il est convaincu que sa compagnie peut rendre n'importe quelle femme heureuse. Il l'emmène dans un café et après l'avoir longuement encouragée à parler, elle se lance dans le récit de sa vie. Elle lui raconte qu'elle a grandi dans un orphelinat où elle a rencontré Roll. Elle avait un don naturel pour la magie et a commencé à enseigner à Rio, mais à cause de son bras gauche manquant, elle ne pouvait rien faire. Un jour, Roll est rentré avec un bras prothétique fait de l'élément le plus puissant, donnant à Rio l'espoir de pouvoir enfin être utile à l'orphelinat. Cependant, elle a vite découvert que la vraie raison pour laquelle sa sœur lui avait donné le bras était de la forcer à retirer l'épée sacrée, ce qui se terminerait inévitablement par la perte de sa propre vie. Après une telle trahison, elle s'est enfuie de l'orphelinat et est restée en fuite malgré tous les faux mandats que Roll crée contre elle pour des crimes qu'elle n'a pas commis. L'histoire émeut Lloyd et il lui prend la main, promettant de la protéger à tout prix. Après cette bonne dose de potin, Céline, qui se cachait à proximité pour surveiller Lloyd, se révèle et promet au nom de tous qu'ensemble, ils se battront pour protéger Rio. Quelques jours plus tard, la première démonstration d'entraînement du tournoi est sur le point de commencer quand soudain, Mikona, la déléguée de 2e année, surgit du toit de l'école, atterrissant avec panache. Elle déclare avec aplomb que c'est elle et non Lloyd qui participera à la démo, ce que Colin accepte sans broncher. Le match débute, elle charge son attaque, s'élance et assène un coup de poing enflammé à son adversaire, Philo. Philo lance alors un sort, envoyant un puissant jet d'eau qui projette Makoma violemment contre un mur. Lloyd s'approche pour l'aider, mais elle le repousse d'un geste furieux. Elle se rend chez Maria pour ses blessures et elles finissent par la papoter autour d'un bon café. À cet instant précis, Lloyd entre et l'attention de Maria se reporte entièrement sur lui, mais Kona, le cœur brisé, sort sous la pluie battante et rentre chez elle en vitesse. Le lendemain, le tournoi inter-école débute, opposant l'académie militaire Azami de Lloyd à l'école rivale Rokuju. Chrome annonce fièrement que l'école victorieuse remportera une fortune colossale et la légendaire épée sacrée. Après quelques échanges de piques, le tournoi débute avec le premier match opposant Selene à Philo. Ce dernier envoie une décharge foudroyante sur Selene. La princesse à la ceinture attend que son accessoire fétiche se lève pour la défendre, mais la ceinture semble étrangement inerte. Au tout dernier moment, elle s'écarte de justesse de l'explosion et s'étale de tout son long, le visage dans la poussière. On ne lui laisse pas le moindre répit, Philos lui tirant aussitôt des boules de feu. Tandis qu'elle s'acharne à faire réagir sa ceinture pour parer les attaques, Phyllis invoque de nouveaux éclairs du ciel, pourchassant Selin sans relâche sur tout le terrain. Phyllis décide d'en finir en invoquant un éclair surpuissant. Au moment où il est sur le point de frapper Selene, la ceinture s'active enfin, la protégeant de l'impact. Selene se relève, pleine d'une confiance retrouvée, et part sans difficulté tous les éclairs que Phyllis lui envoie. Une fois que Phyllis renonce à ses assauts, Selene l'immobilise avec sa ceinture et la soulève pour lui porter le coup de grâce, mais elle est aussitôt disqualifiée du tournoi. L'arbitre déclare que l'usage de la ceinture constitue une attaque physique, ce qui est formellement interdit. Le match suivant oppose Mina et Lloyd. Mina lui envoie à Harve une boule d'eau qui s'enroule autour de son visage. 10 minutes s'écoulent sans qu'il ne suffoque, contrairement à ses plans. Alors, elle jette l'éponge. Elle invoque ensuite un gigantesque pilier d'eau et de brouillard pour l'encercler, mais il parvient, on ne sait comment, à voir à travers et à localiser sa position exacte. Il lui envoie aussitôt une puissante rafale d'air faisant échouer son sort. L'explosion la projette violemment contre le mur, lui faisant perdre le combat. Raoul et Rio, les prochains à s'affronter, débutent en se bombardant mutuellement de flammes. Leurs attaques se rencontrent en plein milieu. Raoul compte épuiser Rio de sa magie pour la vaincre. Rio s'affaiblit progressivement et la magie de Raoul parvient à l'atteindre, mais elle évite de justesse une blessure sérieuse en s'écartant au dernier moment. Raoul fonce alors sur elle, lui arrache son bras métallique qui amplifie ses pouvoirs magiques et le jette au loin. Mais Rio profite de cette proximité pour lui asséner un coup de poing au visage, suivi d'une mini-explosion au niveau de son poignet, projetant Raoul au sol.
En se relevant, Roll remarque que le bras de Rio a aussi été endommagé par l'explosion et une pierre magique en tombe, révélant la véritable source de son pouvoir. Elle est sidérée qu'elle ait pu aller jusqu'à l'implanter dans son propre bras. Le bras de Rio guérit entièrement grâce à la magie de guérison que Colin lui a enseignée. Devant une telle puissance, Roll s'évanouit et Rio est déclaré vainqueur. Roll rêve de son passé, de ses luttes pour devenir directrice de son école et de son besoin de l'épée sacrée pour s'élever encore plus haut. À cet instant, elle se réveille et constate qu'elle est à l'infirmerie. Son informateur est là aussi et lui révèle qu'il a localisé l'épée sacrée. Elle est actuellement en possession de Lloyd et la responsable de tout ça est une drôle de sorcière. Roel décide de s'attirer les faveurs de la sorcière et lui envoie une lettre par l'intermédiaire de Philo, qui comprend aussitôt de qui il s'agit. Une fois en ville, Philo s'introduit discrètement chez Maria. Elle enlève la sorcière et laisse un mot à Lloyd exigeant l'épée sacrée en échange de sa libération. À ce moment-là, Alan débarque à la porte, prêt à passer du bon temps. Lloyd, après lui avoir raconté les événements, part aussitôt avec lui. Ils se précipitent vers le lieu de rendez-vous où ils aperçoivent Philo, planté là, l'air louche. Sans perdre une seconde, Philo fonce sur Lloyd et le frappe de toutes ses forces, mais il la bloque sans effort, comme à son habitude. Elle recule, puis se jette sur lui à une vitesse fulgurante, s'élance dans les airs et lui assène un coup de pied retourné. Il l'esquive, mais elle lui en balance un autre en pleine figure. Il le bloque du poignet, mais est repoussé par la violence du choc. Elle l'agace tellement qu'il finit par accepter un duel. Il demande à Alan de tenir l'épée, puis sort une caisse et lui propose un bras de fer. Leur force déchaîne un vent démentiel, faisant perdre l'équilibre à Alan. Il se relève et se réfugie dans une ruelle pour échapper à la puissance du vent. Mais à peine y est-il entré qu'il aperçoit une boule de feu fonçant droit sur lui. Il bondit juste à temps pour l'éviter et aperçoit l'informateur de Roll, posté là, prêt à lui en envoyer une autre. Il intime à Alan de lui remettre l'épée et face à son refus, commence à lui lancer sans répit une pluie de mini-boules de feu. Il tente de s'enfuir pour esquiver l'attaque, mais soudain, le visage de l'informateur se retrouve piégé dans une boule d'eau sortie de nulle part. Alors qu'il s'écroule, Menace apparaît et déclare qu'elle est là pour barrer la route à Roald, ayant entendu cette dernière traiter Philo de crétine. En tant que féministe engagée, elle ne supporte pas que sa sœur soit traitée comme un simple pion. Pendant ce temps, le bras de fer piétine et la force exercée brise la caisse sous eux. Ils bondissent en l'air pour poursuivre le duel, mais Philo finit par utiliser sa puissance pour projeter Lloyd au sol. Au moment où il commence à chuter, Lloyd invoque sa puissante magie du vent, qui les projette tous deux au sol. Une fois la poussière retombée, il constate que Philo a bel et bien été vaincu lors de ce bras de fer épique. Philo est aussitôt subjugué par son immense pouvoir et lui demande de l'épouser sur le champ. Il lui intime de cesser ses balivernes et de lui révéler où se trouve Maria. Elle craque immédiatement et lui avoue n'avoir jamais enlevé la sorcière. Maria en avait tout simplement ras-le-bol qu'Alka débarque sans crier gare chez elle, alors elle est partie faire des courses. Rollo observe la scène depuis sa fenêtre et, exaspéré par l'incompétence de ses acolytes, se met à taper du pied sur le cristal que Philo a ramené de chez Maria. Cela fait apparaître Alka. Ne voyant Lloyd nulle part, elle descend et perce un trou dans le mur avec sa magie de feu. Roll tombe dans la rivière toute proche à cause de l'explosion et Alan se précipite pour la sauver, bien que les autres lui assurent que ce n'est pas nécessaire. Roll se réveille à l'infirmerie de l'école d'Azami et voit Rio quitter la pièce après lui avoir laissé des fruits pour son réveil. La directrice l'intercepte juste au moment où elle s'apprête à sortir, mais Rio s'en va sans lui accorder la moindre attention. Le lendemain marque le dernier jour d'école avant les grandes vacances d'été. Alors que Lloyd prépare son sac, Rio s'approche et l'invite à l'accompagner aux courses hippiques. Avant qu'il ne puisse répondre, une Selene soudainement déprimée fait son apparition. Sa famille l'a rappelé pour les vacances d'été, l'empêchant de profiter de ses rendez-vous aux sources chaudes avec Lloyd, comme elle l'avait si bien imaginé. Elle se demande comment échapper à cette situation et, d'un coup, décide de mettre le feu à sa maison pour revenir. À cet instant, Alan débarque et se met à faire son numéro de diva pour capter l'attention du trio. Quand il lui demande ce qui ne va pas à Yongxia, il annonce à Lloyd qu'il ne pourra pas l'accompagner cet été, comme un apprenti modèle le devrait. Il se vante ensuite d'avoir un entretien de mariage et ne peut s'empêcher d'en parler sans arrêt. Alors qu'il revient à la réalité, il voit les filles traîner Lloyd hors de la pièce, visiblement lassé. Lloyd rentre chez lui et trouve Maria et Alka en pleine dispute. Comme à son habitude, avec son flair légendaire pour les situations délicates, il juge que c'est le moment idéal pour leur annoncer qu'il partira travailler à temps partiel dans un hôtel, ce qui les met hors d'elle. Elle décide aussitôt de trouver un emploi à l'hôtel elle-même, mais Lloyd, avec une ruse digne d'un stratège, leur demande de ne pas venir, arguant que la présence de filles l'empêcherait d'apprendre quoi que ce soit. Le lendemain, Koba, le propriétaire de l'hôtel, attend Lloyd dehors quand il perçoit soudain une présence écrasante. Il sursaute violemment quand Lloyd surgit derrière lui et se met à parler, le faisant tomber à la renverse. Il maudit Chrome de ne pas l'avoir averti de l'immense puissance de ce jeune homme, mais se résigne, la vie continue. Lloyd visite l'hôtel et il est stupéfait de découvrir un bâtiment d'une telle envergure. Le propriétaire lui révèle alors que des événements très étranges se produisent ces derniers temps. Des clients sont retrouvés aléatoirement dans un état comateux.
Bien qu'aucun décès n'ait été constaté, la situation est évidemment très inquiétante, ce qui l'a poussé à contacter le roi via Chrome. Lloyd l'assure qu'il l'aidera à se débarrasser de cette malédiction, et Koba emmène Lloyd pour le présenter à sa responsable principale, Kiku. Dès que Koba s'éclipse, elle lui tend une serpillière, lui ordonne de commencer le nettoyage et se lance dans une tirade sur les bonnes manières, mais Lloyd, s'ennuyant ferme, utilise sa vitesse supersonique pour nettoyer toute la zone de la piscine en 1 minute, la considérant comme un simple fond sonore. Avant que Kiku n'ait le temps de réagir, Koba emmène Lloyd vers sa prochaine mission. Il lui tend un uniforme d'hôtel impeccablement plié et d'un ton des plus graves, lui annonce qu'un noble un peu trop exigeant arrivera dès l'aube le lendemain. Il lui explique qu'il doit veiller à ce que le séjour du noble se déroule sans accroc. Lloyd, comprenant la gravité de la mission, l'accepte avec une détermination sans faille. Le lendemain matin, alors que le seigneur 309 est accueilli par le propriétaire, Lloyd lui sert un petit déjeuner digne d'un roi. Le noble sirote son vin, observant les arbres à l'extérieur, et demande à Lloyd son avis. Au lieu d'une réponse banale, comme n'importe qui, le jeune homme se lance dans une tirade passionnée, expliquant qu'ils sont un gaspillage total d'espace, tout comme lui-même. Étonnamment, l'étrange noble trouve ce sujet de discussion fascinant et ils entament rapidement une conversation animée. Kobut observe la scène, sidéré que cet homme si grincheux puisse apprécier quelqu'un, tandis que le noble ne cesse de louer les connaissances de Lloyd. Cette nuit-là, Kiku se glisse discrètement dans la chambre du noble pour lui fournir des informations sur les derniers événements de l'hôtel. Elle est convaincue que des tréants illégaux sont cultivés dans la forêt par le propriétaire, qui, fort de son expérience d'ancien soldat, dissimule habilement les preuves. Elle lui demande alors la raison de son arrivée précoce et il lui confie avoir obtenu des renseignements de première main. Un seigneur local, particulièrement agaçant, tente d'arranger le mariage de son fils et Triaman a appris qu'il achetait des tréants récemment, amassant une fortune colossale. Il compte utiliser ce mariage arrangé comme un appât pour obtenir des informations et même si cela lui fait mal d'impliquer son fils, il lui faut des preuves. De plus, un jeune tréant, la plantule du seigneur démon, a été dérobé au laboratoire et des rumeurs disent qu'un marchand itinérant l'aurait apporté ici. Cette plantule est parasitaire et pourrait bien être la cause des clients plongés dans le coma. Il ajoute qu'elle est si réputée pour amplifier les forces physiques de son hôte, ce qui fait aussitôt penser à Lloyd à la jeune femme. Elle lui parle du garçon et dès qu'il entend son récit, il lui remet un antidote à base de plantes pour le parasite, lui demandant de le mélanger à sa nourriture. Cela expulsera le parasite de son corps et le ramènera à son état normal. Le soir suivant, elle le trouve dans la cuisine et lui apporte du thé dans lequel elle a discrètement mélangé le remède. Quand il lui demande pourquoi elle travaille si tard, elle répond qu'elle surveille l'épidémie de coma. Tandis qu'ils échangent quelques banalités, elle apprend qu'il est un soldat en formation et suppose qu'il s'agit d'un jeune homme naïf piégé pour devenir un hôte. Elle lui tend le thé et au moment où il s'apprête à boire une gorgée, Koba fait irruption dans la pièce, faisant sursauter Kiku. Il demande à Lloyd de se reposer et le libère de ses fonctions pour la journée. Au moment de partir, il réprimande Kiku pour siroter du thé en plein service, mais avant qu'elle ne puisse placer un mot, il s'empare de la tasse et avale le thé d'un trait. Cependant, il le recrache aussitôt. Dégoûté par le goût étrange, Kiku profite de cette distraction pour sauter par la fenêtre. Les soupçons de Koba s'éveillent en la voyant s'élancer avec une telle assurance d'une hauteur pareille. Il jure de percer le mystère, réalisant que les incidents sont devenus bien plus fréquents depuis l'embauche de Kiku. Quelques jours plus tard, Ryo s'enregistre à l'hôtel, bien décidé à se détendre et à profiter pleinement de ses vacances. Soudain, Lloyd apparaît dans sa chambre et elle est stupéfaite de le trouver là. L'imbécile lui propose un massage, mais elle lui hurle de s'en aller. Leur dispute est interrompue par le bruit d'une calèche qui arrive devant l'hôtel. Quand Kiku ouvre la porte, ils sont surpris de voir Selene en sortir avec son père, Emma. Elle est aussitôt conduite à sa chambre, ses servantes l'habillent de vêtements élégants, puis la poussent dehors. Son père lui révèle qu'ils sont là pour une rencontre matrimoniale avec un noble, et elle se souvient aussitôt qu'Alan en avait parlé à l'école. Elle feint la maladie et tente de s'éclipser discrètement. Quand son père l'intercepte, elle lui annonce qu'elle compte déjà épouser quelqu'un d'autre à l'académie, mais son père refuse catégoriquement, arguant que le noble a une position sociale bien trop importante. Alors qu'elle continue de protester, son père lui demande de considérer cela comme un simple entraînement pour les nombreux entretiens à venir, puis s'en va, la laissant furieuse comme jamais. Après un moment, ils attendent dans la salle à manger avec le noble et son épouse, dont le fils est introuvable. Il tente de gagner du temps, prétextant que son fils a des difficultés à s'habiller, mais Selene, elle, ne pense qu'au moyen de prouver son amour éternel pour Lloyd. Son cerveau commence alors à échafauder un plan pour assassiner Alan, et à cet instant précis, la porte s'ouvre. Alors qu'elle s'apprête à planter sa fourchette dans la poitrine d'Alan, c'est Lloyd qui entre, à sa grande surprise. Folle de joie, elle lui saute dans les bras et l'entraîne loin pour profiter d'un moment en tête-à-tête. Une fois qu'ils sont partis et que la surprise est passée, les deux pères décident de reprendre leur discussion d'affaires. Pendant ce temps, Selene entraîne Lloyd dans une pièce cachée et déserte, prête à s'éclater. Au moment où elle s'apprête à commencer, Ryo surgit et lui attrape la tête pour la retenir. Une fois calmée, elle lui demande comment Selene a pu être assez naïve pour ne pas trouver suspect que Lloyd se soit présenté à la place d'Alan. Elle lui explique que les femmes de ménage ont découvert Alan inconscient dans le bain extérieur et qu'il a été transporté à l'infirmerie pour y être soigné. Priani a alors demandé à Lloyd de remplacer Alan et Ryo a repris le rôle de Lloyd en tant qu'employé à temps partiel de l'hôtel.
Quand Lloyd lui dit qu'il devrait élucider ce mystère, elle suggère d'explorer l'hôtel avec lui sous le prétexte d'un rendez-vous galant, tandis que Rio enquêtera sur l'établissement de l'intérieur en tant qu'employé. Lloyd trouve l'idée excellente, tandis que Rio reste sidéré par la naïveté de Lloyd, incapable de voir le plan si évident de Selene pour l'entraîner à un rendez-vous. Lloyd et Selene s'adonnent à des démonstrations d'affection au bord du lac, Selene le couvrant de compliments dégoulinants. Lloyd devient soudainement mal à l'aise, lui qui n'a jamais eu de petite amie, ce qui la met en rogne. Elle ordonne à sa ceinture de lui agripper le visage pendant qu'elle le force à la complimenter en retour. Elle est sur le point de lui sauter dans les bras quand Rio surgit de nulle part, lui donne une tape sur la tête et lui intime de se ressaisir. Alors qu'elle leur rappelle à tous deux leur véritable objectif, ils sont interrompus par Shoma qui arrive à bord d'une charrette tirée par un cheval. Il est surpris de voir son jeune frère ici et annonce à Lloyd qu'il est là pour livrer une énorme commande de bombes incendiaires. Tandis que Selene en profite pour s'accrocher à Lloyd, feignant d'être terrifié par les bombes incendiaires, Rio perçoit une aura étrange autour de Shoma. Lloyd la voit le fixer et les présente l'un à l'autre. Le fait qu'il soit du village de Lloyd explique son aura puissante et la rassure aussitôt. Lloyd met ensuite son grand frère au courant des derniers rebondissements de sa vie. Après avoir papoté un moment, Shoma déclare qu'il doit partir pour sa prochaine livraison. Il demande à Lloyd de s'occuper des bombes incendiaires et s'en va avant même qu'il ne puisse protester. Tandis que Lloyd et Rio se demandent de quoi faire de ces bombes incendiaires, Selene lui attrape aussitôt le poignet et le ramène à leur rendez-vous, refilant la corvée à Rio. Plus tard, alors que Lloyd et Selene sont assis dans une barque, elle commence à évoquer son passé pour briser le silence pesant. Elle lui raconte que cette ceinture maudite faisait partie de la collection d'antiquités de son père. Un jour, en jouant avec, elle s'est enroulée autour de son visage et depuis, tout le monde la regarde étrangement. Son père a tout tenté pour l'aider mais rien n'a jamais fonctionné. Elle ajoute qu'elle est profondément reconnaissante envers cette ceinture, car c'est grâce à elle qu'elle a pu rencontrer son âme sœur. Cela déclenche aussitôt l'insécurité du jeune homme qui se met à expliquer qu'il a toujours besoin d'aide et ne peut jamais résoudre le moindre problème seul. Selene le rassure, lui expliquant que puisqu'il aide tant de monde autour de lui, chacun est toujours ravi de lui rendre l'appareil. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'hôtel, Koba se demande bien pourquoi il a pris une décision aussi bizarre que de trouver un remplaçant pour un entretien de mariage. Il réalise qu'il ne doit pas perdre une seconde pour comprendre ce qui se trame dans son hôtel. Ils poursuivent cette conversation romantique à l'eau de rose pendant une éternité, tandis que Kiku les observe discrètement avec un télescope depuis les bois. Au moment où elle se demande comment gérer Selene, la princesse à la ceinture se met à danser sur la barque, qui finit par chavirer. Lloyd l'attrape aussitôt et saute sur la rive où il la dépose en toute sécurité. Elle attend patiemment l'occasion de le prendre seul et par surprise, quand elle aperçoit soudain Selene s'en aller. Tandis que Lloyd savoure le plaisir de tremper ses pieds dans la source d'eau chaude, Kiku s'approche furtivement mais il la sent aussitôt venir et se retourne. Sortant de sa stupeur d'avoir été découverte, elle invente une excuse, lui disant qu'elle est là pour lui offrir un massage. Le visage de Lloyd s'illumine aussitôt et il se met à la supplier de lui enseigner comment faire des massages qui rendent les filles complètement dingues. Après une légère hésitation, Kiku accepte. Il commence par masser son torse pendant qu'elle tente de localiser le parasite. Ne trouvant rien, elle décide de descendre plus bas, mais à cet instant précis, une Selene jalouse surgit et l'attaque avec sa ceinture. Kiku esquive, mais Selene continue de l'assaillir avec ses ceintures ultra rapides. Kiku s'élance en l'air, feignant une attaque, puis disparaît aussitôt. Soudain, elle réapparaît derrière Selene et la prend par surprise en lui agrippant la taille. Elle la soulève et lui assène un slam inversé, mais ses ceintures protègent sa tête de l'impact au sol. À cet instant, un Lloyd torse nu se redresse, bien décidé à savourer le spectacle des deux filles, se disputant pour lui, ce qui distrait Selene. Kiku en profite alors pour s'échapper. Après avoir vu Kiku le masser, Selene veut absolument égaler son score et l'invite à un bain aux sources chaudes. Juste au moment où Selene s'apprête à entrer, Lloyd est déjà en train de profiter et Rio débarque pour jouer les pots de colle, réduisant à néant les plans de Selene. Pendant que les filles sont en pleine dispute animée, Alka surgit de nulle part, mais juste avant qu'elle n'entre dans la source, Selene utilise sa ceinture pour la traîner et la projeter violemment au sol. Maria apparaît également derrière elle et tente de ramener la chef du village à la raison. Lloyd est surpris de les voir et quand il leur demande pourquoi elles sont venues malgré ses instructions, elles inventent une excuse sur leurs vieilles articulations qui réclament un peu de chaleur bienfaisante et comme si la scène ne comptait pas déjà assez de demoiselles, Philo et Mena, leurs nouvelles camarades de classe, débarquent pour les rejoindre. Elles leur disent qu'elles sont là parce que le royaume leur a demandé d'enquêter sur les mystérieux incidents de coma à l'hôtel. Mena précise ensuite à tout le monde que l'arbre volé et la culture illégale sont fortement suspectés dans les parages. De plus, elles vont également saisir l'occasion de mettre à jour la carte de cette zone qui est en attente depuis une éternité. Juste à ce moment, Phyllis réalise qu'elles sont observées et avant que quiconque ne comprenne ce qui se passe, elle projette Alka en l'air. Elle finit par faire dégringoler Kiki de la falaise, et alors qu'elle s'écrase lourdement au sol, le secrétaire de l'organisation 309, Minoki, sort des bois. Il commence à se transformer en monstre et révèle qu'il a cultivé des tréants sur la montagne pour se venger de son maître tyrannique et abusif. Il continue de déblatérer sans fin sur son plan quand Kikyu lui demande de se taire et de la laisser réfléchir.
Au moment où elle comprend enfin que Lloyd n'est pas le véritable coupable et que le propriétaire ne cultive pas les trends, elle est soudainement privée de toute sa puissance par le monstre. Alors que le monstre s'apprête à l'attaquer, Lloyd arrive sur les lieux cherchant Alka. Il remarque le monstre et, à la surprise générale, il le reconnaît sans problème. Lloyd le complimente alors sur son costume, ce qui le met hors de lui, et il invoque une véritable armée de démons des arbres environnants. Le pauvre garçon, toujours aussi naïf, pense encore que c'est une mise en scène et théorise que Kikyu est là pour l'empêcher d'entrer à l'hôtel ainsi accoutré. Alors qu'un sbire arbre s'approche pour attaquer, il le repousse d'un coup de pied bien placé et assure à Kikyu qu'il s'occupera personnellement des monstres. À l'intérieur de l'hôtel, les nobles sont en pleine discussion animée sur la situation des Trunks et Tréonine insiste lourdement sur la responsabilité de Koba. Cependant, Koba réplique aussitôt en affirmant que les incidents de coma ont commencé précisément quand il a commencé à fréquenter l'hôtel. Dans les bois, Lloyd a anéanti tous les sbires sans exception, juste au moment où Minoki se dirige droit vers l'hôtel. Kiki réalise qu'il s'apprête à attaquer l'hôtel car il a mentionné qu'il n'avait pas assez de nutriments pour accumuler assez de puissance pour dominer le monde entier. Dans la salle à manger, Eman interrompt la dispute houleuse entre Koba et Three, disant qu'il a fait affaire avec la famille de Thrianang. Cela laisse Thrianang complètement sidéré et il appelle son secrétaire à la rescousse pour éclaircir cette affaire. Juste à ce moment, le monstre arbre apparaît à la fenêtre et fait irruption dans l'hôtel, menaçant de tuer enfin son maître et de se libérer de son emprise. Alors qu'il lance ses tentacules acérés sur les trois hommes, Mina et Philo s'interposent avec agilité et les tranchent en net. Le reste des filles entre aussi dans la pièce et prend ses positions de combat. Mina projette une gigantesque flamme sur Minoki qui parvient à annuler sa magie sans effort. Philo saute et lui assène un coup de pied retourné qui le projette violemment par la fenêtre. Il essaie de nouveau de les percer avec ses tentacules, mais les filles esquivent habilement et en toute sécurité, tout en cherchant un moyen de le vaincre malgré sa capacité à annuler toute magie. Il tente aussitôt de les écraser sous ses tentacules, mais elles parviennent encore une fois à esquiver. Selin saute sur ses racines et tranche ses tentacules avec son épée avant de redescendre. L'arbre essaie ensuite de la percuter de plein fouet, mais elle esquive et l'arbre s'écrase contre l'autel. Juste au moment où un morceau de béton est sur le point de lui tomber dessus, Emin se précipite et la pousse hors de danger. Pendant ce temps, Rigo a trouvé une astuce pour venir à bout du monstre, et elle apporte le chariot avec les bombes incendiaires ainsi qu'Alan qu'elle a réussi à réveiller en chemin. Elle pointe du doigt la bataille en cours et lui demande de commencer à lancer les bombes incendiaires sur le monstre arbre. Il est d'abord confus, mais son besoin d'impressionner prend le dessus quand il remarque que le monstre s'est emparé des sœurs mercenaires. Juste au moment où Minoki est sur le point de les transpercer avec son tentacule, Alan lance une bombe incendiaire qui fait mouche, distrayant ainsi le monstre. Il continue de lancer les bombes incendiaires aussi vite que possible et le monstre finit par perdre son emprise sur Mina et Philo. Les sœurs atterrissent au sol et invoquent aussitôt un serpent d'eau grâce à leur magie, lui ordonnant d'attaquer le monstre sans tarder. Le serpent s'enroule fermement autour de Minoki, tandis que Rito le fige complètement avec sa magie. Cependant, leur célébration ne dure pas longtemps car les yeux du monstre se mettent contre à luire d'un rouge sinistre à l'intérieur de la glace et ses tentacules surgissent soudainement du sol sous leurs pieds. Alors que les filles sautent juste à temps, Alan est trop lent et se retrouve malheureusement coincé. Pendant ce temps, Selin fait de son mieux pour libérer Amand de sous la dalle de béton quand un autre morceau se détache et s'effondre. Lloyd arrive sur les lieux juste avant qu'elle ne soit écrasée et soutient le pilier d'une seule main avant de le projeter au loin. Il libère ensuite son père et lui demande de l'emmener en lieu sûr pendant qu'il va rejoindre le reste de la bande. Il réalise enfin qu'il s'agit d'un véritable monstre quand Maria dit à Lloyd qu'il est le seul à pouvoir vaincre Minoki en frappant son noyau vital. Il fonce immédiatement vers le monstre et utilise ses tentacules émergentes pour grimper jusqu'à son visage. Il frappe son visage et arrache l'œil lumineux pour le réduire en miettes. Le corps du monstre se désintègre alors en 1000 morceaux juste au moment où Lloyd saute au sol. Shoma observe tout cela depuis un arbre voisin et est excité de voir ce que l'avenir réserve à son frère. Juste à ce moment, Alka se réveille et se retrouve enterré jusqu'au cou par Shoma, soi-disant pour la garder au chaud. Il s'approche d'elle et révèle qu'il sait qu'elle est immortelle, et que l'épée sacrée étant sortie, il peut accomplir de grandes choses, ou du moins s'amuser un peu. Après l'avoir copieusement agacé, il reprend son chemin. Le lendemain, la bande répare l'hôtel et efface les souvenirs du personnel de soutien, comme par magie. Friana et Koba s'excusent mutuellement tandis que Emin se réconcilie avec sa fille et promet de ne plus être un père aussi lamentable qu'il l'a été pendant si longtemps. Il contribue à son bonheur en donnant son approbation officielle pour Lloyd, ce qui la pousse à se jeter dans ses bras. Quelque part dans le royaume, Shoma amène Meikona à une église vide pour rencontrer son maître Siu. Elle révèle qu'elle est amoureuse de quelqu'un, mais elle veut tuer la personne qui lui a volé son amour, coûte que coûte. Il lui donne le remède miracle et la potion qui lui conférerait les pouvoirs du Seigneur Démon. Sans attendre d'instructions, elle les avale tous les deux d'un seul trait. Elle se dote de griffes acérées et d'ailes majestueuses et part assassiner l'amour de sa vie sans hésitation. De retour en ville, Lloyd apporte le petit déjeuner à Maria quand elle prétend être faible et lui demande de la nourrir à la petite cuillère. Avant qu'il ne puisse lui donner la moindre bouchée, Selin débarque et en voyant ce qui se passe, elle brûle de jalousie, le feu aux joues. Elle étrangle immédiatement la sorcière avec sa ceinture, seulement pour être interrompue par les autres qui parlent. Murvia, désormais libérée de l'étranglement, se retourne et remarque toute la bande qui se tient derrière elle.
Lloyd lui dit qu'il se dirige envers le château pour accomplir une mission du roi, traquer un serpent géant. Le royaume veut déployer également les soldats en formation pour qu'ils acquièrent de l'expérience en combattant ce nouveau monstre qui sème le trouble dans le donjon voisin. Ils ont aussi l'occasion de montrer à quel point ils entraînent bien les jeunes soldats, c'est donc un double avantage, une pierre deux coups. Alors que les cadets se rassemblent dans la salle du trône, le roi sort et se met en mode rockstar, tout feu, tout flamme, car un livre de développement personnel lui a conseillé d'être drôle et charmant. Krum le fait taire d'un regard et annonce officiellement le début de la mission. Avant de partir, Colin leur explique la carte en détail et leur dit qu'ils seront ceux qui iront à l'intérieur tandis que les vrais soldats monteront la garde à l'entrée et surveilleront les environs. Xiao et Shoma sont en ville, écoutant les potins pour toute nouvelle du serpent, un monstre que Xiao recherche activement depuis de nombreuses années. Juste après leur départ, Alka débarque, furieuse d'avoir manqué le départ de justesse, et jure de mettre un terme définitif au plan maléfique de Sioux. Elle trouve Maria marchant dans la rue et lui demande de l'emmener au donjon, et avant qu'elle ne puisse répondre, Alka l'attrape et s'envole dans les airs avec elle, la traitant comme son GPS personnel. Alors que les cadets s'aventurent plus profondément dans les méandres du donjon, Selene et Philos saisissent un instant pour confronter Rivo sur ses sentiments pour Lloyd. Avant que Rivo ne puisse répondre, un bruit sourd et grandissant résonne dans la grotte, faisant trembler tout le labyrinthe. Sentant la gravité de la situation qui s'annonce délicate, Lloyd, dans une autre partie du labyrinthe, entend aussi le vacarme et se précipite instinctivement vers la source du dérangement pour voir ce qui ne va pas. Le cœur battant à tout rompre et l'adrénaline à son comble, le groupe se prépare à affronter ce qui les attend dans les profondeurs du donjon. Pendant ce temps, Alka et Maria atterrissent directement dans le donjon par un trou qu'Alka a créé dans le sol avec une explosion. Alka part à la recherche de Su, demandant à Maria de s'éloigner. Elle fait un trou dans le mur et commence à se diriger vers le centre, et Maria décide simplement de la suivre, ne pouvant pas retourner seule. Maria se perd et arrive dans une salle de ramen où elle découvre un festin gargantuesque avec une Makona inconsciente au milieu. Soudain, la catatonique se réveille et quand Maria lui demande ce qu'elle fait ici, elle révèle qu'elle est en attente de sa vengeance contre quelqu'un. Quand Maria insiste pour en savoir plus, elle révèle que la personne qui lui a volé son amour n'est autre que Lloyd. Maria est sur le point de l'interroger davantage, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Makona enroule ses tentacules autour de la sorcière et la soulève du sol. Elle assure à Maria qu'elle ne lui fera aucun mal tant qu'elle acceptera d'appeler Lloyd dans la pièce. Finalement, Lloyd entend bel et bien le vacarme et fait son apparition, et Makona lâche instantanément Maria et s'envole dans les airs. Elle vole vers Lloyd à toute vitesse pour lui asséner un coup de poing, mais il la bloque et la repousse avec sa force surhumaine. Sans perdre de temps, elle envoie des tentacules Avra pour l'atteindre, mais il les esquive avec agilité et les brise à main nue. Il ramasse un des morceaux au sol et le lui jette, mais il la manque de peu et frappe le mur à la place. Mikona se propulse alors et frappe Lloyd de toutes ses forces avec une rage folle. Juste au moment où il se remet de son violent impact contre le mur, elle l'attrape par le visage et vole de mur en mur, lui fracassant la tête contre les parois. Lloyd parvient finalement à l'attraper par la main et à la projeter violemment au sol. Dans une autre lumière de la grotte, les filles se précipitent en direction de tous ces fracas et arrivent dans la pièce pour voir Lloyd esquiver avec agilité les tentacules du monstre. Maria les avertit de rester à l'écart, mais Makona les remarque et leur lance quelques tentacules acérés. Lloyd s'interpose juste à temps et prend le coup sur sa poitrine à leur place. Alors qu'il essaie de se relever malgré la douleur lancinante, elle tente de le narguer, mais il reprend son habituel monologue philosophique, ce qui l'enrage encore davantage. Elle vole vers lui à une vitesse fulgurante et lui assène un coup de poing qu'il bloque avec sa paume. L'impact commence à émettre de puissantes rafales d'énergie qui provoquent l'effondrement de la grotte. Alors que les filles s'échappent, le sol sous leurs pieds se fissure et s'ouvre et Mekona et Lloyd continuent de s'affronter violemment en plein air. Mekona finit par projeter Lloyd au sol et l'attrape avec ses tentacules pour le fracasser contre un mur, sans pitié. Il sort une carte Uno inversée et se libère en s'agrippant à ses tentacules avant de la faire tournoyer sans relâche. Il la fait tournoyer et la projette vers le haut, traversant le plafond pour s'envoler dans le ciel. Juste au moment où tout le monde pousse un soupir de soulagement, le serpent géant se réveille de son sommeil à cause de tout ce vacarme et apparaît dans la pièce. La bête rouge géante commence à caresser la tête de Lloyd, faisant flipper tout le monde sans exception. Cependant, le serpent les assure qu'il n'y a absolument rien à craindre et se présente comme Vrutra, le gardien du village de Lloyd, Kunlin. Il protège les sceaux magiques et est responsable du maintien des pouvoirs d'Alka. Lloyd lui demande pourquoi il est là et le serpent pique une crise, se plaignant de l'insouciance d'Alka qui n'a pas partagé l'information. Il entre alors en mode coup de gueule intégral et lui raconte la fois où elle a tenté de lui arracher la peau pour en faire un tablier de cuisine. Alors qu'il réalise donc que le serpent est lui aussi une victime, il se demande qui est le coupable qui a conféré les pouvoirs du train à Makona. Juste à ce moment, Sioux lui demande et Lloyd perçoit immédiatement une aura maléfique massive émanant de lui. Avant qu'il ne puisse réagir, Alka fait irruption dans la pièce en traversant le sol et se prépare à affronter Su de front. Elle remarque soudain Vertra et ils commencent à bavarder tranquillement, ce qui donne à Su l'occasion de grimper sur le corps du serpent. Il enfonce sa main profondément dans le corps de la bête et révèle son plan d'éliminer le serpent afin d'affaiblir le sceau magique de Kunlun. Il arrache le cœur de Vritra et le serpent disparaît aussitôt dans les airs, emportant avec lui les pouvoirs d'Alka.
Orsovi réfléchit tandis qu'Alka fonce vers lui et le projette violemment contre le mur d'un coup de poing. Juste à ce moment, la ceinture de Selene commence à s'agiter étrangement et Vritra révèle qu'elle a désormais pris possession des ceintures de Selene. Cela rappelle à Alka qu'au lieu de faire un tablier avec la peau du serpent, elle l'a coupée si petite qu'elle a dû la vendre comme une ceinture maudite. Quelle ironie! Cela signifie qu'une partie du serpent se trouve dans la ceinture et par conséquent son âme est toujours bien vivante. Il invoque une rune et disparaît à l'intérieur après avoir décidé de battre en retraite pour l'instant, malgré les tentatives des autres pour l'arrêter. Cependant, il décide de se concentrer sur l'évasion car la grotte s'effondre rapidement autour d'eux. Alka révèle que sa boule de cristal peut servir de téléporteur, une aubaine inattendue et toute la bande réussit à sauter à l'intérieur avant que la grotte ne s'effondre complètement. Une fois de retour chez eux, Alan reçoit le titre de tueur de dragons car tout le monde semble croire pour une raison obscure que c'est lui qui a vaincu le serpent. Pendant ce temps, Alka annonce son intention de retourner à Cumberland et déclare qu'elle emmènera Mana avec elle quoi qu'il arrive. Quelques jours plus tard, une proposition pour un match d'exhibition entre les royaumes d'Azami et de Ju atterrit sur le bureau du roi. Après mûre et longue réflexion, ils décident que c'est une excellente occasion de renforcer les liens diplomatiques et de montrer la prouesse de leur royaume au monde entier. D'un signe de tête approbateur, ils acceptent de participer au match et sélectionnent Alan comme leur représentant, confiant en ses compétences pour défendre l'honneur de leur royaume sur le champ de bataille. Alors que le groupe entreprend le voyage d'Alka vers Kunlun, ils se retrouvent à traverser une forêt dense et mystérieuse. Chrome et Colin décident aussi, de manière inattendue, de se joindre à leur expédition, ajoutant leurs forces aux efforts collectifs du groupe. Pendant ce temps, de retour au château, Mana prend en charge les affaires en leur absence, gérant avec diligence les responsabilités et supervisant le régime d'entraînement d'Alan pour le match à venir, malgré sa réticence initiale bien compréhensible. En chemin, Alka les emmène à une grotte avec une porte étrange et très colorée, où elle appelle son ami nain, Hugh, à grands cris. Quand Hugh sort, elle reconnaît immédiatement Vritra et s'agrippe à la ceinture de Selene pour immobiliser le serpent au sol. Elle le réprimande vertement pour avoir écouté Alka et s'être éloignée autant du village, sachant pertinemment qu'elle met toujours tout sens dessus-dessous. Alka ne peut supporter cette insulte et attrape Yves par le col, lui rappelant que c'était l'idée des nains de fabriquer un tablier pour impressionner Lloyd, pas la sienne. Il change immédiatement de sujet et pousse tout le monde à travers la porte colorée pour les téléporter à Kunlun en un clin d'œil. Tout le monde est surpris de la propreté et de la fraîcheur du village, mais Maria les avertit de ne jamais baisser leur garde tant qu'ils sont ici. Ils en voient vite la raison en entrant dans le village et sont submergés par l'aura effrayante et puissante qui imprègne chaque recoin. Ils sont surpris de voir même les villageois les plus simples posséder une force surhumaine. Des enfants sautent des bâtiments de 2 étages pour récupérer des objets oubliés et des gens utilisent des canons magiques pour se propulser dans les airs et couvrir de vastes distances plus rapidement. Juste à ce moment, le grand-père de Lloyd s'approche d'eux avec une énorme plante vivace sur le dos. Philo le reconnaît immédiatement comme la personne dont elle alla étudier les écrits pour apprendre son style de combat unique. Alka emmène ensuite tout le monde à son manoir, tandis que Colin et Chrome se dirigent vers les champs de blé pour y rencontrer Melfin. Colin le trouve sans tarder et quand elle l'appelle, il est surpris de les voir débarquer ici. Le trio s'assied ensuite à l'ombre d'un arbre pour rattraper le temps perdu, et Melfin révèle finalement qu'il apprécie la vie de village et n'a aucune intention de revenir en ville. Écoutez tout cela mais Colin au bord des larmes, car cela signifierait manquer l'amour de sa vie pour toujours, un drame absolu, mais elle décide de ravaler sa peine et de faire bonne figure. De retour au manoir d'Alka, Selene est occupée à distribuer des certificats de mariage à la famille de Lloyd pour signature, quand soudain, ils entendent des bruits assourdissants qui font trembler le sol à l'extérieur. Rio sort pour se débarrasser de la Miss Crint, mais à sa grande surprise, il s'avère que c'est un dragon et pas des moindres. Elle s'enfuit à toute vitesse tandis qu'il est bien décidé à la transformer en viande à brochette. Elle est sauvée par 2 jeunes garçons qui lancent d'armes des avions en papier sur le dragon et lui coupent les cornes. Elle est sans voix, complètement sidérée par la surprise, alors que le dragon finit par s'enfuir, pris de peur. Selin sort pour se moquer de l'échec cuisant de Rio, mais les enfants s'approchent d'elle pour la remercier dès qu'elle commence à rire de Rio. Elle finit par déprimer elle-même en apprenant que les avions en papier étaient fabriqués à partir de ses propres formulaires de mariage, le comble. Ce soir-là, tout le village se rassemble chez Alka pour un festin de bienvenue, en l'honneur de Lloyd, avec une nourriture qui ferait pâlir d'envie même un chef étoilé comme Gordon Ramsay. Après le dîner, tels des tantes et oncles curieux qui se mêlent de tout, ils demandent à Lloyd qui est sa petite amie parmi toutes les filles qu'il a ramenées à la maison. La conversation se transforme rapidement en une séance de vote où les gens choisissent la fille du groupe qu'ils souhaitent voir épousée par leur héros. Alors que tout le monde part se reposer pour la nuit, Jug et Alka restent éveillés pour discuter de Sioux et de leur plan d'action pour le gérer. Ils se concentrent sur la menace imminente qu'ils représentent, délibérant sur la meilleure stratégie pour l'affronter. Blug souligne l'urgence de la situation avec insistance, rappelant à Alka que Vritra est sur le point de retrouver l'intégralité de ses souvenirs, ce qui pourrait entraîner des résultats imprévisibles et potentiellement dangereux. Le temps étant compté, ils conviennent qu'une action rapide est essentielle pour prévenir toute conséquence imprévue. Alors qu'ils échangent des idées et formulent leur plan d'action, un sentiment de détermination s'installe en eux, les poussant en avant avec une résolution commune à affronter les défis à venir et à protéger leurs camarades de tout danger. Pendant ce temps, dans leur dortoir, les filles s'acharnent sur Rio, à qui les villageois ont offert les vêtements les plus chers. Quelle injustice! Elle prétend qu'elles peuvent garder l'œil pour elle, car elle n'est intéressée que par l'argent qu'elle pourra se faire en vendant ses vêtements de luxe.
Mais les filles sont trop aveuglées par l'amour et la jalousie pour réfléchir clairement. Et à la fin de la dispute, Rio finit roulé et ligoté serré dans un matelas à même le sol. Dans un autre coin du village, Melfin supplie Maria de lui pardonner d'avoir converti le roi et d'être devenue son esclave par le passé, une erreur de jeunesse. La princesse, au grand cœur, lui pardonne illico et lui demande de raconter sa conversion. Il explique qu'un voyageur lui a donné un œuf d'apparence maléfique. Il l'a offert au roi qui est devenu le seigneur des monts et Melfin, son esclave. Le lendemain matin, Virtra réveille tout le monde aux aurores, les harcelant pour partir en forêt ressusciter son corps, car il risque de disparaître à tout moment. Après une bonne marche, ils arrivent à un château niché près des montagnes. Alka leur révèle que c'est la prison du bout du monde, le dernier donjon gardé par Virtra. Les habitants de Kumbloom doivent vaincre les seigneurs démons évadés, et Alka, elle, assure l'harmonie. Avec Virtra dans cet état, le pouvoir d'Alka est en roue libre. Insérer la clé dans la porte du donjon libérerait tous les monstres. Il révèle que l'épée sacrée est la clé et leur demande beaucoup d'en prendre grand soin. Iwu prend la ceinture de Selene et entame le rituel pour ranimer le serpent. Elle sort un réchaud et cuisine du jambon enroulé dans la ceinture. Finalement, la ceinture se transforme en boule, affaiblissant Alka et la libérant du donjon. Tout le monde décide de retourner en ville car les matchs d'exhibition vont bientôt commencer. Pendant que les autres disent au revoir aux villageois, Yves demande à Alka de rester car elle a quelque chose à discuter en privé. Yves l'emmène se promener au fond de la forêt et soudain, Alka tombe dans une fosse que Yu a tendue comme piège. Elle révèle qu'elle compte voler une épée sacrée et ouvrir le donjon pour libérer les seigneurs démons. En fait, elle a fait semblant de ressusciter Vrutra, mais l'a scellé. Elle referme la fosse, révélant à Alka que Shoma et Su sont de son côté. Plus tard, le groupe se rassemble au portail et Yu fait semblant que tout va bien malgré ses sombres intentions. Avec un sourire innocent, elle leur dit au revoir, prétextant qu'Alka les rejoindra plus tard pour un travail imprévu. Elle les presse d'avancer sans hésiter, insistant sur l'importance de leur mission et qu'ils ne peuvent attendre Lloyd absent. D'ailleurs, elle prétend avoir des affaires importantes à discuter avec lui. Une fois Lloyd arrivé, Ewu feint l'inquiétude et l'aborde, lui demandant s'il a vu Alka. Sa réponse négative fait apparaître une alarme sur le visage d'Ewu, qui s'inquiète pour Alka. Jouant sur le sens du devoir de Lloyd et son inquiétude pour Alka, Ewu suggère subtilement qu'elle a pu s'effondrer en forêt, affaiblie, poussée par l'urgence et sa détermination à aider son ami. Lloyd tombe droit dans le piège d'Ewu, l'esprit embrouillé par l'inquiétude. Sans hésiter, il part aussitôt à sa recherche, ignorant qu'il fonce droit dans le plan machiavélique d'Ewu. Tu traverse ensuite le portail et rejoint la bande, remarquant que Melfin les a aussi rejoints. Il lui dit être venu dire au revoir à Colin et qu'il compte repartir illico, mais elle lui annonce avoir verrouillé le portail. Elle prétend vouloir se détendre sans Alka, mais les filles soulignent aussi l'absence de Lloyd. Elle leur dit l'avoir laissé pour gérer les émotions d'Alka, ce qui provoque une crise de nerfs chez Philo et Selene. Colin, elle, est plus heureuse que jamais, car Melfan est coincé avec elle pour au moins une journée. De retour en ville, chacun vaque à ses occupations. Doug s'approche de Rio et, connaissant sa cupidité, lui propose d'acheter son gantelet à un prix spécial et de lui réparer le bras gratuitement. Rio la renvoie un instant, demandant du temps pour décider, et en profite pour se faire un max de fric en vendant des babioles de son aventure. Alors que Rio compte avidement son argent sur la place animée, Mana l'approche avec un sac de kebab. Voyant le regard avide de Rio, Mana la prévient de ne pas toucher à la nourriture destinée à quelqu'un d'autre. Mais Rio, avide d'aventure, propose d'accompagner Mana pour livrer le cadeau et Mana accepte. Ensemble, elles se dirigent vers l'infirmerie de Roll où elles offrent les kebabs. À leur surprise, les blessures de Roll guérissent à une vitesse folle. Sentant le moment propice, Rio décide d'aborder le sujet de l'individu mystérieux qui a chargé Roll de récupérer l'épée sacrée. Laurel, la mémoire encore floue, se souvient d'un son étrange comme un enfant suçant une sucette venant de derrière l'homme. L'esprit de Rio pense aussitôt à Hugh, connu pour son penchant pour les sucettes, et elle se demande si ses soupçons sont fondés ou juste le fruit de son imagination. Tandis que les doutes tourbillonnent dans l'esprit de Rio, elle comprend qu'il faut être prudente dans cette toile d'intrigue autour de l'épée sacrée. Rio et Bana rejoignent ensuite les autres filles à l'arène où se tiendra le match d'exhibition pour aider à l'organisation. Mais une fois arrivés, Chrome leur demande de faire des contrôles de sécurité immédiats
car les rois d'Azami et Zhu viendront inspecter le stade plus tard. Chrome annonce ensuite que Mana l'accompagnera pour garder le roi et l'entraîne, tandis que les autres imaginent comment glander en patrouille. Juste à ce moment, Alan déboule, l'air de se cacher de quelque chose. Quand Ryo lui demande, il avoue flipper pour le match. Alors que la conversation entre Ryo et Roll atteint un point crucial, leur attention est brusquement détournée par la voix du roi remerciant chacun pour l'organisation. Se tournant vers la voix, ils aperçoivent Shoma et Su aux côtés du roi sur le balcon, leur présence jetant une ombre d'intrigue sur les événements. L'apparition inattendue de Shoma et Su ajoute une tension laissant Ryo et Roll perplexes quant aux implications. L'incertitude planant dans l'air, ils se préparent à toutes les révélations ou défis à venir, sachant que l'arrivée de ces figures clés pourrait bien changer le cours des événements de manière imprévue. Quand le roi descend rencontrer ses soldats, Ryo l'approche et l'informe du danger potentiel pour Azami, lui demandant d'annuler un match. Il hésite, mais quand Chrome dit que les filles sont amies avec Maria, il les juge dignes de confiance et les invite à prendre le thé pour plus de détails. Pendant ce temps, à Cumberland, Lloyd trouve enfin la fosse où Alka est piégée et l'ouvre. Il saute dedans et lui raconte l'avoir cherché partout sur les instructions d'Udatat, mais elle est trop heureuse pour l'écouter et le serre fort dans ses bras. Dans ses bras, elle retrouve sa motivation et jure de ne pas les laisser détruire le monde. La porte d'Azami étant brisée, Lloyd prend Alka sur son dos et s'envole en hâte vers le village pour exécuter un plan qu'Alka prétend avoir. Cette nuit-là, en ville, Yu informe Su que tout est prêt et Su confirme que son esclave est aussi prêt à attaquer. L'anticipation monte entre eux alors qu'ils imaginent leur grand plan se dérouler, impatients de l'aube d'une nouvelle ère de domination. Leurs yeux rivés sur la domination mondiale, Yuv et Su partagent un moment de sombre satisfaction, sachant que tout est en place pour que leurs ambitions se réalisent. Alors qu'ils s'apprêtent à déchaîner leur plan sur le monde, la nuit tombe silencieuse. Une fois le duo au village, les villageois, très créatifs, fourrent Lloyd dans un canon pour le tirer sur un zombie. Ils chargent le canon de leur magie et hop, le héros s'envole vers le ciel pour exécuter le plan d'Alka dans la capitale d'Azami. Il se souvient de l'urgence et se donne un coup de pouce en plein vol pour accélérer son arrivée. Au milieu des feux d'artifice, le roi annonce le début du match d'exhibition, marquant le coup d'envoi d'une journée pleine d'excitation. Alan, en armure et brandissant sa fidèle hache, se tient prêt à affronter son adversaire encapuchonné. La foule retient son souffle, anticipant le choc. D'un bond puissant, Alan se jette en l'air, abattant sa hache avec une force redoutable. Pourtant, à sa surprise et à l'étonnement de la foule, son adversaire esquive habilement le coup, laissant Allen fendre le vide et le tissu de la capuche. Des halètements d'incrédulité parcourent les spectateurs alors que la capuche tombe, révélant l'identité de l'énigmatique adversaire d'Alan, préparant un affrontement palpitant. Il lève les yeux et voit que son adversaire est en fait Mikona en plein vol, prête à agir. Elle fonce sur lui et lui donne un coup de tête, le projetant contre le mur. Il se relève, mais Mikona tente de le frapper avec ses tentacules sans perdre de temps. Alan parvient à bloquer et à les couper avec sa hache. Alors qu'elle fonce sur lui, il balance sa hache pour la trancher, mais elle se téléporte derrière lui et lui donne un coup de pied au visage. Il est projeté contre le mur opposé, ce qui le rend inconscient. Le roi est perplexe face à l'intensité du combat et interroge Su qui révèle vouloir former une alliance pour conquérir le monde. Il veut combiner leur technologie transformant les humains en monstres avec les fonds et ressources d'Azami pour une conquête mondiale. Kroll et Mena tentent d'approcher le roi pour le raisonner, mais Shoma les empêche d'avancer. Mais il s'avère qu'il n'avait rien à craindre car le roi révèle qu'après avoir vu la douleur infligée à sa fille, lorsqu'il était possédé par le monstre, il avait juré que cela ne se reproduirait plus jamais. Alors qu'il refuse, Su fait signe à Ave de lancer la phase suivante du plan et la naine saute sur le terrain. Cependant, elle est soudainement encerclée par les filles qui ont deviné qu'elle comptait voler une épée sacrée. Elle se moque d'elle, de simples mortelles impuissantes face à la naine, mais ce sont toutes des femmes fortes et indépendantes qui ne se laisseront pas faire. Eva saute alors en l'air et lance des mini-pokéballs qui invoquent des sauterelles géantes. Les monstres s'envolent vers le public et Sooth menace de tuer les citoyens d'Azami si le roi refuse d'aider. Mais à la surprise du méchant, il l'avait vu venir et avait remplacé le public par des soldats et aventuriers qui prennent aussitôt les armes et combattent les insectes. Juste à ce moment, Melfin apparaît sur le balcon et enfile sa tenue de villageois pour passer en mode combat et affronter Shoma. Il fonce sur lui avec ses armes divines, démolissant tout le plancher et ramenant le combat au sol.
Il frappe avec sa faux que Shoma esquive, puis enchaîne aussitôt avec un coup de houx. Shoma l'évite de justesse et s'éloigne en roulade du fermier fou. Shoma se souvient de sa mission, rendre le monde plus intéressant pour que son petit frère ne grandisse pas dans un monde ennuyeux comme lui, et ça le motive. Il fonce sur Melfin à toute vitesse et tente de le frapper au ventre, mais il esquive. Sans perdre un instant, Shoma charge son autre paume de magie et frappe le fermier. Melfin est projeté en l'air et s'écrase dans les gradins. Pendant ce temps, Rito lance d'énormes rafales de feu, éliminant des tas de nuisibles d'un coup, mais ils sont bien trop nombreux. Au milieu du chaos, Makona, tentacule prêts à l'attaque, cible Maria avec une vitesse alarmante. Réagissant vite, les instincts de Maria s'activent et elle pousse la princesse hors de danger juste au moment où le tentacule de Maikana frappe. Maria en sécurité, Phyllis intervient, interceptant l'assaut aérien de Maikona d'un coup de pied puissant, la projetant contre un mur. Le groupe se prépare à la prochaine vague de menaces, leur détermination inébranlable, prêt à affronter tout défi. Sur le balcon, Su utilise sa magie pour assommer Kron et Mina et menace le roi de le mener à l'épée. Juste à ce moment, Alan intervient et balance sa hache sur le seigneur maléfique, réussissant à lui couper le bras. Kron et Mina se relèvent, stupéfaits de voir le bras de Su se rattacher aussitôt. C'est là qu'il réalise qu'il n'est pas humain, ce qui le pousse à raconter son histoire. Il leur dit avoir été créé par Alka, grâce à des runes, pour sauver et guider l'humanité quand le monde était en plein chaos il y a des décennies. Il était censé disparaître une fois le monde sauvé, mais pour une raison ou une autre, il est resté lié au monde de manière bancale. Son existence a commencé à s'estomper et il est devenu une présence instable, perçue différemment par chacun. Il en a marre de cette existence et veut disparaître complètement, mais pour cela, il devra tuer Alka et faire de Lloyd un héros. Ce n'est qu'en devenant totalement maléfique qu'il pourra mourir. Juste à ce moment, quelque chose s'écrase au centre du terrain, et tandis que la poussière retombe, Lloyd se lève et entame le long processus pour que son cerveau lent comprenne ce qui se passe autour de lui. Une fois qu'il a compris, il ramasse une dalle de pierre et la lance sur l'insecte que Yu chevauche, la faisant tomber. Elle parvient à utiliser la magie pour retrouver son équilibre et atterrir sur ses pieds. Elle sort sa sucette et la jette en l'air où elle se transforme en rune et un énorme golem en sort, s'écrasant au sol. Il projette une lumière sur Mikomana, toujours coincé dans le mur, et l'aspire pour absorber son pouvoir. Il lance aussitôt un coup de poing sur Lloyd après son boost, mais le héros parvient à le bloquer. Il soulève le monstre et le projette en l'air. Il parvient à s'accrocher au balcon du roi et à revenir au combat. Il fonce comme Superman pour frapper Lloyd, mais le héros lui aussi lance un coup de poing qui pulvérise la main du golem en 1000 morceaux. À la surprise générale, le golem se régénère, mais Lloyd parvient à lui trancher les membres à nouveau. Il se relève après une nouvelle régénération et tire un rayon sur le héros depuis le cristal magique sur sa tête. Alors que Lloyd l'esquive, il recommence à donner des coups de poing, mais le héros parvient à sauter hors de portée. Il change ensuite de direction en plein vol pour lancer un coup de pied au golem, mais le monstre le repousse comme un moustique. Pendant ce temps, les filles décident d'aider leur maître et cherchent des solutions. Maria émet la théorie que Mai Komuna sert de noyau de régénération au monstre, juste au moment où celui-ci saute et écrase Lloyd sous son genou. Il continue de frapper le sol, puis finit par soulever Lloyd et le jeter. Fio se charge des nuisibles et demande à Maria et Rio d'aller aider Lloyd. Alors que le monstre piétine Lloyd, Meltfin intervient et protège le héros avec son bouclier magique. Lloyd reprend conscience après un discours d'encouragement du fermier qui repousse le monstre. Pendant ce temps, les filles tentent d'encourager Mekomona à se réveiller et à sortir du piège du monstre. Elle ouvre les yeux juste au moment où Melfin esquive le coup du monstre et l'utilise comme plateforme pour grimper sur le corps du golem. Il saute en l'air et lacère le visage du monstre avec ses outils. Makona s'extirpe du corps du monstre et s'envole, libre, juste au moment où Lloyd se relève, prêt à combattre. Yuk reste figée, choquée, observant le chaos autour d'elle. Saisissant l'opportunité de la distraction, Céline fonce et arrache l'œuf de Vrutra à la naine. Avec une intention malicieuse, elle commence à harceler le serpent de son bavardage incessant, invoquant délibérément le nom de Lloyd pour provoquer une réaction. Alors que les taquineries incessantes de Célène poussent Vrutra à bout, l'ancien serpent n'en peut plus. D'un coup d'énergie soudain, Vrutra se libère de l'œuf, son émergence faisant taire les moqueries de Célène en un instant. Pendant ce temps, Lloyd attrape le golem par le pied, le fait tournoyer et le jette en l'air. Il se propulse ensuite pour voler et pulvériser le golem. Yu appelle Shoma et Su à l'aide, mais ils sont occupés à paparazzer Lloyd, ce qui lui rappelle que leur but est d'en faire un héros. Alka apparaît soudainement, un portail s'ouvrant dans le ciel au-dessus d'elle.
Avec une expression déterminée, elle invoque une pluie de rochers, les faisant s'abattre sur les nuisibles grouillants, les décimant en un seul assaut puissant. Avant qu'Alka ne puisse se tourner vers Ivab, Shoma fonce à la vitesse de l'éclair, la ramasse et l'éloigne du danger. Le trio maléfique bat en retraite, réalisant qu'ils ne peuvent pas affronter Alka pour l'instant. Bien que leur soif de vengeance reste inassouvie, ils reconnaissent la nécessité de se regrouper et de devenir plus forts avant de tenter d'affronter Alka à nouveau. Jurant de revenir au bon moment, ils disparaissent, laissant tout le monde confus et choqué. Le royaume retrouve la paix pour l'instant, les citoyens se cassant le dos pour reconstruire le stade. Melfin revient comme garde royale, au grand bonheur de Colin, et Mikona est soignée à l'infirmerie. Alors que Lloyd cuisine pour la fête qu'il organise ce soir-là, Maria propose son aide, mais en bon mâle alpha, il refuse. Juste à ce moment, Alka apparaît et s'apprête à lui sauter dans les bras quand la ceinture de Selin surgit de nulle part pour la frapper. Alors qu'elle s'écarte, elle remarque Selene à la porte, jurant d'être la seule fille dans la vie de Lloyd. Elles commencent à se chamailler comme des chiennes et Alka menace de la transformer en lézard. Juste avant qu'elle n'en vienne aux mains, Maria donne une tape sur la tête d'Alka. Elle lui rappelle comment son immaturité a mis l'humanité en péril il n'y a pas si longtemps et lui demande de grandir. Au même moment, Selene reçoit une tape sur la tête de Rio, car elle bloquait le passage dans l'embrasure de la porte. Elle ignore simplement la crise de Selene et demande à Lloyd de lui préparer un café noir. Elle est suivie par Alan et Philo, affamés comme des loups, tous s'installent à table pour savourer leur repas digne d'un chef étoilé, se préparant à affronter un ennemi plus fort et plus mortel. Si vous aimez cette vidéo, vous adorerez ce vilain loser qui se fait tirer dessus, se réincarne dans un nouveau monde et débloque ses pouvoirs de rang SS.